dans le monde des légendes. Je suis ce mage venu des limbes de l'éternité pour tout vous révéler des croyances qu'inspirèrent autrefois les paysages de France. Ensemble, nous allons chevaucher le temps et l'espace pour percer enfin le mystère des contes populaires d'une histoire millénaire. Ces légendes nous appellent aujourd'hui d'Auvergne. Sur cette terre au climat rude, nichée au cœur du Massif central, le plus vaste de France, l'imagination est au pouvoir. Dans le secret des flancs de ces innombrables monts aux cratères invisibles, on dit que bouillonne le fiel du malin. On raconte qu'un lac obscur du Puy de Dôme aurait englouti une ville entière. On dit même que, cachés dans les montagnes, des fées seraient chargées de faire naître les rivières. Et certains entendent encore résonner des châteaux de Haute-Loire les pleurs de belles princesses captives. Quant aux forêts profondes qui recouvrent l'Auvergne, elles seraient, paraît-il, hantées de bêtes féroces. Bref, le royaume des volcans regorge de récits fantastiques inspirés de faits divers autant que de cette mystérieuse rondeur du paysage arverne. Il est marqué par la montagne. Et la montagne, ici, elle se caractérise par deux choses, par les volcans, bien sûr, et puis par l'eau. L'eau et le feu, en fait, ont marqué les gens ici, ont marqué les pierres, ont marqué les paysages. On est vraiment dans une montagne, et une montagne avec un volcanisme qui est très présent partout. Et puis ces forêts profondes dans lesquelles il y avait ou des monstres, ou des bêtes qui faisaient peur, autour desquelles on a tissé des légendes. Voilà, vous avez un imaginaire qui s'est développé allègrement. Donc, n'en déplaise aux cartésiens, l'Auvergne est une terre ésotérique autant que volcanique, qu'il convient de découvrir avec le regard émerveillé des amateurs de fables populaires. Car nous voici dans la plus grosse province volcanique d'Europe. Tout a commencé il y a plus de 60 millions d'années, quand la plaque de notre continent européen, en glissant sous celle de l'Afrique, s'est étirée, puis fissurée pour laisser jaillir le magma souterrain qui allait sculpter les paysages d'Auvergne. En effet, le sol lutta longtemps contre la flamme intense. Échauffé, remué, fier de sa résistance, il finit par céder, et en un rien de temps se retrouva grêlé de centaines de volcans. Les hommes, en les voyant, furent frappés de stupeur et qualifièrent ces monts de bouches des enfers. En Auvergne, il y a 2 ou 3 types de volcans. Il y a des volcans très anciens qui sont maintenant érodés, qui concernent le Puy de Sancy et les monts du Cantal. Et puis, il y a des dizaines de petits volcans bien plus récents, en tout cas pour les géologues, qui ont quelques dizaines de milliers d'années. Et la plupart sont alignés le long de la faille de la Limagne, à côté de Clermont-Ferrand. Et il y en a qui sont au sud de cette faille. Et c'est les volcans dont on va parler avec le Pavin, le Mont-Sinaire et la Gaudivelle. Donc, bien qu'il siège sur un brasier pour l'instant endormi, ce pays arverne s'avère être aussi le château d'eau de la France. Ici, l'eau est partout et sous toutes ses formes. Parfois lisse tel un miroir quand elle s'étend lascive sur son lit volcanique. Bouillante quand jaillit du magma souterrain, ou bien glacée et sauvage quand, sous la baguette d'une fée, elle surgit en une source. Les fées sont des gardiennes des eaux. Ce sont celles qui assurent ou la pureté de l'eau, qui assurent que sa pureté au sens où elles vont empêcher
qui que ce soit de venir troubler cette eau-là. Mais chez les Celtes, c'était des lieux sacrés, les fontaines. Gardiennes vigilantes de la fournaise souterraine, les fées rassurent les Auvergnats persuadés que si leur bon génie négligeait un instant leur mission, le feu de la terre jaillirait de nouveau. Et d'aucuns prétendent que s'ils tapent si fort de leurs sabots quand ils dansent, c'est justement pour garder leur protectrice éveillée. Ainsi, l'eau et le feu, comme la joie et la terreur, convolent depuis si longtemps sur les massifs d'Auvergne que la méfiance du peuple à l'égard de la nature indomptée s'exprime dans les légendes que nous allons vous conter. Notre première légende voit le jour dans le Puy de Dôme, à un vol d'oiseaux de cette jolie petite cité de Besse et Sainte-Anasthèse, dans les eaux sombres du très fantasmagorique lac Pavin. Ces eaux ont enfiévré les esprits, au point que les Auvergnats les ont qualifiées de larmes du diable ou de portes de l'enfer. Mais Pavins, le nom latin du lac, ne signifie-t-il pas épouvantable ? En 1605, j'ai trouvé un document qui fait état du lacus pavins, ça veut dire le lac terrifiant, en latin, alors que les spécialistes ne lui donnaient un nom d'origine occitane, palissade, etc. Mais là, c'est sûr que le lac Pavins, c'est le lac terrifiant. Alors, est-ce que c'est une création de la Renaissance ? Moi, je pense que c'est certainement beaucoup plus ancien et peut-être datant de l'ère gallo-romaine. Donc, ce lac terrifiant est né vers... Alors, le lac Pavin est né il y a un peu plus de 7000 ans. Il a rempli une cavité. C'est un cratère d'explosion, ce que les géologues appellent un mare. Et c'est la rencontre du magma avec de l'eau qui était au-dessus du magma, sans doute un marécage ou un petit ruisseau local. Et tout d'un coup, il y a eu une explosion très violente. Ce genre de lac peut se former en 2-3 jours seulement. Donc imaginez la tête des hommes quand ils ont tout d'un coup vu apparaître sous leur nez cet énorme lac de 800 mètres de diamètre pour 96 mètres de profondeur. Et surtout, quelle n'a pas dû être leur surprise de constater qu'il était impossible de s'y baigner. Souvent, ces lacs, au début, sont des lacs acides avec des propriétés très, très particulières. L'acidité de certains lacs volcaniques, c'est plus acide qu'une batterie de voiture. Donc, quand on trempe un morceau de fer dedans, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de fer. Une bonne raison de s'en méfier comme de la peste. On comprend à présent ce qui a pu inspirer son nom. Depuis des siècles, personne ne se baigne dans le lac Pavin parce que les gens ont peur du lac. Ils ont peur d'être entraînés, qu'il y a des tourbillons, et on disait que le lac était sans fond. Donc personne ne se baigne. Moi, j'ai des tantes dans ma famille qui ont traversé tous les lacs de la région, y compris d'autres lacs de cratères, mais sauf le lac Pavin, parce que c'était une sorte de tabou local. C'est dans cet univers glacé que se sont donc cristallisées les plus grandes frayeurs des habitants de la région de Besse. Et voici ce qu'ils prétendent encore à ce jour. Le lac Pavin, c'est un beau lac. C'est vrai que c'est un très beau cadre. On est dans un volcan cratère avec ce lac au milieu. Ce lac qui, depuis des millénaires, a une légende. On dit qu'il est sans fond.
Sans fond, ça veut dire tout simplement que si on descend encore, on va arriver aux enfers. Qui règne dans les enfers? La version actuelle, c'est de dire c'est le diable. La version du Moyen-Âge, c'était le diable. La version des Celtes, c'était autre chose. Mais le lac Pavin, lac extrêmement froid, lac sans fond, lac qui de temps en temps bouge, alimente la légende. Vous imaginez un lac qui est tranquille pendant des années, puis qui tout d'un coup se met à trembler, à bouger. Un mystère que le peuple a mis des siècles à essayer de comprendre. Le principal mystère est en fait que ces eaux profondes sont tout à fait particulières et c'est un phénomène unique en France. Elles sont riches en gaz carbonique et quand ce stock est dérangé, perturbé par un glissement de terrain, un tremblement de terre, eh bien, l'eau peut être déplacée vers le haut et à ce moment-là, elle dégaze. Et donc, ça peut faire des événements de dégazage faible ou des événements de dégazage très forts, voire catastrophiques, comme ça a été sans doute le cas vers l'an 600 et vers l'an 1300, d'après les archives qu'on trouve dans les sédiments du lac. Événements qui ont forcément échauffé les sens des Auvergnats, qui, à défaut d'en avoir une explication scientifique, se sont alors mis à broder tout un tas de légendes sur le lac Pavin, dont une en particulier, visant directement la sécurité de la ville de Besse et Sainte-Anastaise. En effet, celle-ci se trouve placée juste en dessous du lac, et on prétend qu'il y a plus de 1000 ans, à cet endroit, il y avait une autre ville de Besse qui aurait été engloutie. On raconte que la bourgade qui était en dessous a été inondée, envahie, détruite par le lac qui aurait débordé. Mais s'il a débordé, pourquoi? Tout simplement parce que le diable est sorti un beau jour en ayant envie d'aller faire un tour sur Terre. Et bien, il a trouvé que le paysage était, ma foi, assez sympathique. Il s'était broué, mais un diable, quand ça s'ébroue, c'est pas comme vous quand vous tombez dans la rivière. Non, le diable, quand ça s'ébroue, mais ça vous fait déborder les eaux. Il en coule de tous les côtés. Il suffit qu'il y ait un endroit où ce soit un petit peu plus simple, et effectivement, il y a un petit ruisseau qui s'écoule, et bien voilà que le lac Pavin, tout d'un coup, dévale, en grande partie, ou en petite partie, et puis la pauvre bourgade qui est en dessous disparaît. Comme c'est un diable qui peut faire ça, ça ne peut pas être autre chose, c'est pas un phénomène naturel. À l'époque, on ne pensait pas un phénomène naturel. C'est un diable. Et si c'est un diable, s'il est intervenu et qu'il a noyé la bourgade, c'est bien qu'il y avait une raison. C'est parce que les gens de la bourgade en question, ce n'étaient pas des bons chrétiens. Et le tour est joué. Les habitants de Besse s'étaient très mal conduits, avaient des comportements peut-être même indécents. Ils ont été punis par une punition divine et ensevelis sous l'eau dans ce qui est devenu le cratère du lac Pavin. Et on dit qu'il y a encore une cloche qui peut sonner, etc. Voilà, ça c'est donc la légende, telle que cela racontaient encore les habitants de Besse il n'y a pas si longtemps. Sauf que les siècles passent, et puis on s'aperçoit que ce lac, quand même, il est bizarre. Bon, on ne dit plus qu'il n'a pas de fond maintenant, on sait qu'il en a un, mais on commence à se rendre compte que ce fond de lac, il n'est pas aussi plat, aussi neutre qu'on pourrait l'imaginer. Et que si de temps en temps il y a des sortes de borborigmes qui remontent à la surface, c'est peut-être parce qu'en bas, là-bas en dessous, il y a un lien avec le magma, avec les profondeurs, avec le feu, avec la puissance terrible qui fait peur, qu'on ne sait pas maîtriser. Un volcan, c'est vraiment la personnification de l'enfer. Mais les scientifiques, ils commencent à étudier ce lac. Et puis ils se rendent compte que cette fameuse légende d'engloutissement, elle a raison d'être. Qu'elle a vraiment existé. Qu'elle est partie d'un fait réel. En fait, une partie de cette légende est due au fait qu'on a trouvé une ancienne meule gallo-romaine extraite sans doute des bords du Pavin, vers le IIe siècle après Jésus-Christ. Donc il y avait une occupation romaine dans le Pavin et qui a cessé brusquement.
Et à cette époque, en 1910, un érudit local a dit que sans doute ces gens avaient été partis précipitamment dû à une grande catastrophe, et il invoque une espèce de tsunami lacustre à cette époque. Mais cette théorie n'a jamais été reprise par personne. Jusqu'à très récemment, où les volcanologues se sont aperçus que ça pourrait bien recommencer. Sauf que maintenant, c'est plus une bourgade. C'est des centaines et des milliers d'habitants qui habitent en dessous. Et que si le diable se réveille à nouveau, on n'aura pas le temps de prévenir toute la population. Et là, on a la légende qui repointe son nez en disant « Coucou !» Et là, je vous laisse les points de suspension, parce qu'on ne sait pas la suite. Depuis quelques années, on a stabilisé les rives du Pavin, puis on les observe. Mais s'il y a un tremblement de terre un peu fort, et c'est le cas dans la région régulièrement, enfin tous les deux siècles, on peut avoir un dégazage. Et le Pavin est visité quand même par 200 ou 250 000 visiteurs par an. Donc là, le risque est à prendre au sérieux, mais le risque immédiat est très très faible. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Mais rassurez-nous, est-ce qu'il y aura des signes avant-coureurs? Non, les tremblements de terre, ils préviennent pas tellement. Hein, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de précurseurs de tremblements de terre. Heureusement, pour l'instant, la bonne ville de Besse et Sainte-Anastaise est encore là, et ce depuis plus de 900 ans. Si Besse est aujourd'hui réputée pour sa station de ski, baptisée Super Besse, c'est entre la plaine de la Limagne et les montagnes du massif du Sancy que cette ravissante cité médiévale a eu la riche idée de se nicher. Un carrefour idéal pour les échanges en tout genre, car au XIIe siècle, les Auvergnats de la région ont soif de réussite. Alors, pour édifier cette Mecque du commerce, en personnes avisées et économes, ils décident déjà d'utiliser quasi exclusivement les richesses du sol, en l'occurrence la roche volcanique. Elle est peut-être très dure à travailler, mais tellement résistante. Pourquoi ne pas faire les maisons en pierre de lave, se disent-ils? Ce n'est pas très gai comme couleur, mais ça tiendra debout pendant des siècles. Et ils avaient raison, les Bessards. Regardez, ne sont-elles pas toujours là, ces inoxydables bâtisses qui protègent si bien de la froidure hivernale, avec leurs toits courts et pentus qui laissent glisser la neige? C'est d'ailleurs aussi en pierre de lave qu'a été faite, un siècle plus tard, la cathédrale de Clermont-Ferrand, reconnaissable entre toutes dans sa robe d'encre. Alors pour l'anecdote quand même, c'est que Clermont s'appelle Clermont parce que c'était la ville claire. Et à partir du XIIIe siècle, on a commencé à construire des bâtiments publics avec une pierre noire. Et maintenant, Clermont est devenue une ville noire, mais c'est un beau noir, c'est un noir très noble. Ce qui fait que dans cette cathédrale, il n'y a pas toujours des échafaudages pour solidifier les pierres parce qu'elles tiennent bien d'elles-mêmes. C'est une pierre qui vous plante le pays. Elle est très bien dans ce pays-là, qu'à côté, c'est un pays de verdure, un pays d'immensité. Et à un moment donné, c'est presque ces concentrations de pierres noires. Hein. C'est un peu comme une vache plantée dans un paysage, quoi. C'est stable. Dans d'autres coins de la Limagne, on utilise d'autres types de roches. Et quelquefois, on a les deux, ce qui fait une polychromie superbe. C'est le cas de l'église de Saint-Nectaire ou de l'église d'Issoire, qui sont magnifiques avec des couleurs contrastées. Un contraste à l'image du pays, qui oscille entre l'ombre des volcans et la lumière du ciel, entre Dieu et le diable. En effet, pour l'Église, le démon faisait souvent office de garde-fou de prédilection. Lors des veillées auvergnates, il y avait toujours une bonne histoire à raconter sur son compte. Notre prochaine légende a été inspirée par ce pont du village de Vieille-Brioude qui enjambe l'Allier, en Haute-Loire. Si le pont que vous voyez là tient bon depuis 1832,
sachez qu'il n'en a pas toujours été de même pour ses prédécesseurs. L'histoire de ce pont a tant défié l'entendement des habitants de la région pendant près d'un siècle qu'elle est célèbre dans toute l'Auvergne. Ici, désormais, on appelle ce monument historique le pont du diable de Vieille Brioude. Après avoir tenu près de 4 siècles, la première version médiévale de ce pont, que l'on qualifia de plus longue voûte du monde, s'écroula un funeste jour de 1754. Depuis, ingénieurs et constructeurs s'attelèrent à remettre le pont en état, mais il sembla mystérieusement impossible de le reconstruire, comme si un esprit malin s'y était farouchement opposé. Ainsi, pendant près de 80 ans, les villageois impatients de pouvoir retraverser l'Allier font des gorges chaudes des étranges coups du sort qui s'acharnent sur l'édification de leur pont. Une première tentative a lieu en 1783, mais une crue l'emporte. On le reconstruit dans la foulée, mais 7 ans plus tard, il tombe de nouveau. Et quand enfin, en 1818, on réussit à le redresser, 4 ans plus tard, il s'effondre encore. Et voici, selon la légende, quel pacte infernal les Auvergnats ont dû faire pour que leur pont se tienne à nouveau debout, sans s'écrouler. Il s'agissait de construire un pont sur la rivière, mais le problème, c'est qu'avec les crues, on ne pouvait pas construire ce pont. Dès qu'on en mettait une partie, tout s'effondrait, tout allait de travers. La foudre tombait sur le pont, les crues emportaient les échafaudages, et même les gens qui travaillaient dessus se sont noyés. Alors, pour construire ce pont, il a fallu faire appel au bon Dieu, mais le bon Dieu il n'était pas là. Si le bon Dieu ne veut pas nous aider, nous allons faire appel au diable. Les autres ont dit, au diable, surtout dans ces hautes contrées d'Auvergne. Ne parlons pas de diablerie, parce qu'il fut un temps pas très lointain où on brûlait les gens qui parlaient comme ça. Le diable surgit, une gerbe d'étincelles. Alors bien sûr, tout le monde dit, qu'est-ce qui va se passer? Et le diable dit, vous avez un petit problème avec cette histoire de pont, mais je règle tout. En un rien de temps, vous aurez votre pont. Et alors, donc, voilà, le diable a dit, par contre, il me faut un volontaire parce qu'il va falloir signer un document. Alors tout le monde a dit, mais si, il n'y a que ça à faire, on va signer le document. Ils n'ont pas peur, hein. Mais vous avez bien lu, tout être vivant qui passera le pont, je récupère son âme. Oui, il n'y a pas de souci, pas de problème. En fait, on appelle cela faire un pacte avec le diable. Le diable. Voilà. Alors du coup, le père François dit, moi je signe. Tout le monde dit, mais t'es fada. Si, moi je signe. Donc les travaux commencent, une grande sécheresse, on peut mettre les échafaudages, on met les pierres, l'arche se construit, tout est parfait. Tout fonctionne très bien. Et bien sûr, le matin de l'inauguration, les villageois étaient d'un côté, le diable de l'autre, mais il fallait trouver quelqu'un qui passe sur le pont. Et si tu envoyais ta femme? Ma femme? Ah non, on ne peut pas envoyer ma femme. Non, j'ai une meilleure idée. Laissez-moi faire. Et il a pris son plus bel âne et il lui a dit, allez, traverse le pont. Et le brave âne, petit à petit, s'est avancé. Et au milieu du pont, le diable s'est bien trouvé surpris parce qu'effectivement, il a récupéré l'âme de l'âne. Voilà l'histoire. Ils peuvent en rire aujourd'hui, car depuis 1832, leur pont tient bien sur ses jambes et semble supporter allègrement les crues de l'Allier. Encore une bonne raison de faire la fête.
Quand elles n'évoquent pas la construction de leurs ponts, ô combien nombreux dans ce pays des eaux, les légendes locales se plaisent à magnifier leurs châteaux, tout aussi nombreux en Auvergne. En effet, le patrimoine castral est ici l'un des plus riches de France. Dépositaires des secrets de notre histoire, les bâtisses séculaires s'égrènent de l'ère gauloise au romantisme, du Moyen-Âge à la Renaissance. Elles sont à l'image de leur peuple, fiers et impénétrables. C'est un château ici. C'est un château dont les gens descendaient dans les plaines aux alentours régulièrement depuis des siècles et des siècles, commerçaient, mais remontaient très vite dans leur château, dans leur domaine. Ça a été une forteresse ici. Et les gens sont restés un peu les maîtres de la forteresse pendant des siècles et des siècles. Ce qui les a un peu mis en décalage par rapport au reste du monde, puisqu'ils se sont renfermés, ils se sont capitalisés sur leur monde à eux ici. D'ailleurs, regardez le nombre de châteaux quand vous baladez en Auvergne. C'est impressionnant. Moi qui ne suis pas d'Auvergne même, qui viens des bordures sud, j'ai été impressionné en arrivant en Auvergne de voir quasiment tous les 10 km, il y a un château. Et des châteaux anciens. L'un des plus réputés d'entre eux trône sur le massif du Sancy et s'appelle le château de Murol. Perché sur son piton basaltique à près de 1000 mètres d'altitude, il domine le village dont il porte le nom et ressemble à s'y méprendre à une énorme cheminée. Mais c'est bien une forteresse imprenable, édifiée au XIIe siècle, qui lui donne ce style roman. Des seigneurs d'Apchon à la puissante famille d'Estaing, tout semblait donc avoir été prévu pour résister aux envahisseurs. Pourtant, elle fut soudain abandonnée, puis recyclée en prison pour finir sa carrière en sinistre repère de brigands à la Révolution. Après quoi, les habitants n'ont pas hésité à la délester de ces pierres déjà taillées pour en faire leur maison. C'est aussi ce qui arriva au château de Léotoing, théâtre de notre prochaine légende. Quand on voit le château de Léotoing, qui n'est qu'une ruine à l'heure actuelle, mais une ruine parlante. Parlante parce que déjà elle est très bien située sur ce piton, de loin on la voit, partant de soleil, partant de brume. Elle a un côté qui vous saisit. En plus, derrière, il y a les gorges profondes de la Lannion, puis le plateau immense qui s'étend sur l'autre versant. Et on se doute qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Et la légende qui s'y rattache est une légende très classique, mais en même temps, elle est installée là. Elle a vraiment sa place dans cet endroit. Et puis, si vous y allez en une saison automnale ou hivernale avec des brumes qui s'effilochent, qui s'accrochent, vous imaginez très bien qu'un jour, effectivement, il ait pu entendre les gens qui vivaient en bas, autour du château, dans les villages alentours, aient pu entendre des cris, des hurlements à glacer le sang. Et les histoires se sont installées. Parce que c'était quelque chose aussi, je pense, qui fait partie de l'identité auvergnate très puissamment, même si à l'heure actuelle, malheureusement, je dirais, elle s'efface un peu, c'est la présence des troubadours. Alors on peut parler des volcans, on peut parler des diableries, on peut parler de l'eau avec ce qu'elle recèle comme mystère et comme vie. Et puis on ne peut pas oublier non plus la présence humaine des troubadours. Notre légende de Léotoing a donc pour héros un troubadour qui était passé par là et dont la musique résonne encore aux oreilles des Auvergnats comme une ode à la princesse des lieux. Le troubadour qui a frappé à la porte du château, il avait un peu hésité quand même. Bien sûr, c'était une bonne adresse, on savait qu'il serait bien accueilli. Mais la réputation du seigneur du lieu n'était pas enchanteresse. On disait que c'était un homme rude, que c'était un homme qui ne pensait qu'à une chose, c'est se battre, et se battre contre n'importe qui. Il n'y avait pas une aura de bonheur qui régnait sur ce château. Et pourtant, dans cette noirceur, il avait quand même laissé traîner ses oreilles, le troubadour, et elle lui avait dit que la fille du château, la demoiselle, elle était d'une beauté telle que de toute façon, il ferait comme tout le monde, il en tomberait amoureux. Alors il a poussé la porte, le seigneur a fait mander son intendant, on a offert au troubadour
une chambre pour lui tout seul. Et on l'a convié à partager le repas à la même table que le Seigneur. C'était pas si fréquent que ça. En lui faisant bien comprendre qu'après le repas qu'on lui offrait, après les bonnes boissons qui coulaient à flot, on attendait de lui qu'il chante, qu'il raconte, qu'il emmène le monde du château ailleurs. Mais lui, il guettait. Il guettait un pas quelque part léger, celui d'une demoiselle, celui d'une apparition. Elle a fini par venir, à la fin. Le maître des lieux, aussi rustre et désagréable, il n'a même pas pris le temps de présenter sa fille, bien entendu. Elle s'est assise à côté de son père et là, tout a basculé. Quand ce troubadour était là, devant ses yeux, à chanter, à l'emporter comme le chant des oiseaux sur les ailes des nuages, elle a senti que la réalité venait de basculer. Et quand elle est rentrée se coucher ce soir-là, elle était dans un état second. Mais lui aussi. Sauf que le Seigneur, il s'était aperçu de quelque chose quand même. Il tenait tellement à sa fille qu'il ne voulait absolument pas qu'un homme autre que lui porte les yeux sur elle. Le troubadour est parti se coucher. Dans la nuit, comme il ne pouvait pas dormir, il a penché la tête par la fenêtre. Puis il a vu qu'à la tour de l'autre côté, il y avait une lumière aussi. Et en se penchant un peu plus, il s'est aperçu que la jeune fille était, elle aussi, réveillée. Et même s'ils étaient loin l'un de l'autre, ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa mandole et puis, à la fenêtre, il s'est mis à jouer et à chanter. Le lendemain matin, les gens du village, à la pointe de l'aube, ont été réveillés par un hurlement et par un choc. On dit que le troubadour a été précipité par le maître du château, sur les rochers, dans les fossés. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mais ce qu'on sait, c'est que 2 jours plus tard, la jeune fille avait disparu. Son père a lancé des recherches de partout. Il ne l'a jamais retrouvée. On dit que des années et des années et des années après, on a entendu dans les gorges, dans la vaste plaine, sur le plateau, derrière, le chant porté par le vent, d'une musique de mandole, de la voix d'un troubadour chantant en occitan, accompagnée de celle d'une jeune fille, une voix pure et si légère qu'on aurait dit 2 oiseaux dans le vent. Mais si le château est en ruine maintenant, c'est tout simplement parce que les gens du village, qui en avaient assez de leur seigneur, un beau jour, ont pris leur courage à 2 mains. Leurs pauvres mains, leurs pauvres armes, ont envahi le château et l'ont brûlé. Ainsi se termine la légende du château de Léothoin. Écrins éternels et mythiques des châteaux d'Auvergne, les forêts couvrant près de la moitié du territoire du Massif central ont tout autant exalté l'imaginaire celte. Peuplée de créatures étranges et de bêtes sauvages, la forêt héberge depuis des lustres toutes nos frayeurs enfantines. La forêt était un lieu à la fois qui faisait peur, à la fois dont on avait besoin pour s'approvisionner, et à la fois un lieu dans lequel on rentrait avec respect. Et dans le monde celte, il y avait un respect par rapport aux arbres qui était extrêmement puissant, extrêmement fort. Et dans les forêts vivaient peu de gens. Il a fallu attendre le passage d'un certain nombre de siècles pour que des gens s'installent à vivre dans les forêts. Et ces gens-là ont toujours été regardés un peu de travers. Et si vous rajoutez à ça la présence du loup, qui était extrêmement présent dans le Massif central. Le loup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu chanter un loup. On avait peur des loups.
Oui, eh ben, c'est une peur ancestrale, le loup, de toute façon. Hein. Pas qu'en Auvergne, dans toutes les régions de France et du monde même. Je pense qu'il y a eu une peur du loup, tout à fait. Hein. Le loup a quand même, à certaines époques, dévoré des personnes. On a des cas avérés d'attaque de loup. Alors, il y a deux principaux cas où le loup a attaqué les gens. Il y a le loup enragé. Et là, tout le monde est tout à fait d'accord pour dire qu'un loup qui a la rage peut se mettre à attaquer des gens. Et il y a eu aussi par le passé, et ça c'est prouvé par des documents historiques, des cas de loups qu'on appelle anthropophages. C'est-à-dire que certains loups, sans avoir la rage, à certaines époques et dans certains lieux, se sont mis à attaquer les gens pour les dévorer. Alors c'est une très petite minorité. C'est pas la majorité des loups, loin de là. C'est peut-être 1, 2, 3% maximum. Mais ça s'est bien produit. Et entre ça, et puis après la déviance avec les loups-garous, et la bête du Gévaudan là derrière, on est dans ces peurs, on est dans cette tentative d'appréhension du monde autour de soi, en sachant pas très bien comment s'en sortir. Et c'est donc à la faveur d'un fait bien réel qu'il y a 2 siècles et demi se sont cristallisées toutes les peurs des Auvergnats en une légende, celle de la bête du Gévaudan. Dans l'imaginaire collectif de ces Celtes, très imprégné par la chrétienté, le loup est le féal du diable, quand il n'en est pas l'incarnation. Ainsi, quand on a vu cette bête monstrueuse arriver en Auvergne et dévorant tout sur son passage, on a tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une manifestation satanique et non d'un loup. Alors moi, ça a commencé vers l'âge, je sais pas, 5-6 ans, peut-être quand ma grand-mère a commencé à m'en parler, puisque ma grand-mère était du Gévaudan aussi. Donc elle racontait l'histoire de la bête. Elle l'avait entendue raconter par sa propre grand-mère, qui elle-même l'avait entendue raconter par sa grand-mère, qui avait sûrement vécu à l'époque de la bête. Elle me disait, mais c'était des enfants qui gardaient les vaches comme toi, qui étaient attaqués par la bête. Donc c'est pas très rassurant tout ça. Alors c'est pour ça qu'arrivé à l'adolescence, j'ai voulu en savoir plus, et puis voilà. Et voilà donc comment ce petit gars du pays s'est mis à chercher la part de vérité de l'histoire de cette bête légendaire. Donc l'histoire de la bête commence ici, dans cette région de Langogne. Ça commence là, ça commence même dans la région voisine qui s'appelait le Vivarais à l'époque. Donc la bête commence là, ensuite elle se sauve vers le nord, et c'est ici, dans cette région qui se situait à la limite du Gévaudan de l'époque et de l'Auvergne de l'époque, que la bête va se cantonner pendant 2 années et qu'elle va terminer sa carrière. Quand il dit « ici », notre historien parle de cette région du sud de l'Auvergne, dans le massif de la Margeride, à la limite du Cantal et de la Haute-Loire. La statue de la bête combattant la bonne du curé local témoigne des ravages bien réels qu'elle fit dans la région. Ici, on est dans le village de Chanteloube, sur la commune actuelle d'Auvers. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, le chef-lieu de paroisse, puisqu'à l'époque on ne parlait pas de commune mais de paroisse, le chef-lieu de paroisse était Nozérolles, c'est-à-dire un autre village de la commune. Il y a eu un transfert de chef-lieu de paroisse. Bref, mais ici donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà sur la paroisse donc d'Auvers-Nozérolles, il y a eu au moins 7 victimes de la bête du Gévaudan à l'époque. Donc c'est, jusqu'à preuve du contraire, c'est la paroisse où il y a eu le plus de victimes. Et c'est ici, à environ 1,5 km de ce village, de Chanteloube, que la bête du Gévaudan a été tuée. Ce qui explique que les Auvergnats se soient appropriés la légende de la bête bien plus que leurs voisins occitans du Gévaudan. Et voici ce qu'il raconte. Alors, raconter l'histoire de la bête, ça a duré 3 ans, l'histoire de la bête. Donc, pour la raconter, il faudra la résumer, je suppose. Et justement, c'est dans ce petit village d'Auvers, dont le pavé est partout marqué du passage de la bête, qu'un passionnant musée lui est consacré. Les scènes qui y sont présentées illustrent idéalement chaque étape de ce qui a fait de ce fait divers une légende. Car la véritable histoire commence avec les premières attaques de cette étrange bête. Donc, la bête commence ses ravages en juin 1764 dans le sud, du côté de Langogne. Des premières chasses sont conduites par les nobles du secteur. Ensuite, très rapidement, les autorités de l'époque, qui sont informées, font appel à l'armée. Et ça tombe bien, parce que du côté où les ravages ont commencé, il y a
une troupe de soldats qui est cantonnée là, qui s'appelait des Dragons de Clermont-Prince. Alors ça, je crois que c'est une chose très importante à bien comprendre, c'est que dès le début, on ne fait pas appel à des chasseurs, mais à des militaires. Et les militaires, eh ben, ils chassent sans chien de chasse, notamment. Eux, ils chassent avec leur méthode à eux. Alors leur méthode, ça sera quoi? Ça sera de faire d'immenses battues. Ils convoquent les paysans aux battues. Alors ils font des battues qui regroupent parfois 20 000. On a même des documents qui parlent de 30 000 personnes aux trousses de la bête en même temps. Et malgré ce déploiement de force vraiment extraordinaire, la bête ne sera pas abattue. Alors dans ces chasses, ils vont tuer des loups, parce que des loups, il y en avait à foison à l'époque. Alors chaque fois qu'ils tuaient un loup, eh ben, ils se disaient, après tout, c'est peut-être ça la bête. On va attendre et on verra bien. Alors ils attendaient, et ben non, c'était pas ça, puisque les attaques reprenaient, et donc c'était pas la bonne bête qui avait été tuée. Dès la fin de la première année, 1764, il va y avoir un fait très important qui va se produire dans la région, c'est l'évêque de Mende qui va publier un mandement, qu'il envoie à toutes les paroisses du Gévaudan, avec ordre aux prêtres de lire ce texte en chair à l'église. Et dans ce texte, alors il est très important ce texte, parce que l'évêque, il dit en gros ceci, il dit « La bête qui vous attaque, ce n'est pas un loup, ce n'est pas une bête ordinaire, c'est une bête extraordinaire qui a été envoyée sur terre par Dieu pour punir les gens de leurs péchés. » Voilà ce que dit l'évêque. Alors ça, je pense, ça a beaucoup contribué à mythifier un peu cette bête du Gévaudan. Tout de suite, ils se sont imaginés que ça serait très compliqué de la tuer. Tuer un loup, c'est possible, mais tuer une bête fléau de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là que le mythe d'une créature démoniaque venue punir le peuple s'est répandu dans la France entière, au point qu'un louvetier normand nommé Denval arriva pour proposer ses services. Alors ce Denval, lui, il habitait en Normandie, et il avait à son palmarès, paraît-il, 1200 loups. Donc, avec ce pédigré, ben, il va voir le roi Louis XV, il lui propose ses services, et Louis XV lui donne carte blanche, et donc le Normand va venir chasser la bête en Gévaudan. Parce que lui, il pensait que c'était un loup, la bête du Gévaudan, il pensait que c'était un simple loup. Et lui qui a tué 1200 loups chez lui, chez nous, il va en tuer 0, pas un seul. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'il est très surpris déjà par le relief du Gévaudan. Lui, il a l'habitude de chasser en Normandie, un pays tout plat. Il a l'habitude de chasser à court. Et cette méthode de chasse ne fonctionne pas du tout dans la région, avec le relief, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, ça sera un échec total. Face à ces échecs répétés, Louis XV n'en peut plus de cette histoire de bête, d'autant que la Gazette de France en fait ses choux gras. Alors, pour en finir, il envoie sur place son porte-arquebuse personnel, un certain François Antoine. Alors quand il arrive, en juin, il se met à chasser, il s'installe dans la région, il se met à chasser. Au début, ça ne fonctionne pas. Il ne tue rien en juin, il ne tue rien en juillet, il ne tue rien en août. Et il s'inquiète beaucoup parce qu'il a ordre de tuer la bête. Arrive comme ça le mois de septembre. Et le 20 septembre 1765, dans une chasse, il va avoir la chance de tuer lui-même. Donc c'est vraiment François-Antoine lui-même qui va tuer un grand loup. Ils l'ont autopsié, ils l'ont naturalisé et ils l'ont envoyé à la cour de Versailles. Et dès que ce loup est arrivé à la cour, eh ben, Louis XV tout de suite a dit « ça y est, la bête du Gévaudan est morte ». Et à partir de ce moment-là, donc, puisque le roi l'avait dit, pour les autorités, ça a été une histoire réglée, la bête du Gévaudan. Toutes les gazettes du royaume annoncent alors l'événement, mais un peu tôt, semble-t-il, car 1 an et demi passe et malheureusement, au printemps 1767... Il va y avoir une grosse recrudescence des attaques. À nouveau, beaucoup d'attaques, et toujours dans ce même secteur des fameuses 3 montagnes, Montmouchet, Montchauvet, Montgrand, donc autour du village d'Auvers. Et à cette époque-là, les chasses vont être reprises par un noble du secteur qui s'appelait le marquis d'Apcher. Donc lui, chaque fois qu'on lui signale une attaque, il part à la chasse avec quelques hommes qu'il prend dans les villages alentours.
Et c'est donc à lui qu'on va signaler la toute dernière attaque de la bête qui a lieu le 17 juin 1767. Et c'est là, à cet endroit, dans la forêt de Tenzer, donc juste à côté du village où on se trouve, que la bête du Gévaudan va être abattue par un paysan du secteur qui s'appelait Jean Chastel. Quand il a tué cette bête, il y a une chose qui me paraît primordiale, qui me paraît très importante, c'est qu'il n'a pas dit, les chasseurs qui sont venus voir tout ça, ils n'ont pas dit « on a tué un loup, c'est peut-être ça la bête », comme ils avaient dit maintes et maintes fois. Ils ont dit tout de suite « ça y est, la bête est morte ». C'est-à-dire qu'ils l'ont reconnue. Ils ont reconnu aux caractéristiques physiques que c'était bien la bonne bête après laquelle ils couraient depuis 3 ans. Alors, à quoi ressemblait-elle en définitive, cette bête mythique sur laquelle on a raconté tout et n'importe quoi? Cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, la queue grosse comme le bras et au moins de 4 pieds de longueur. Le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelants, les oreilles courtes comme celles d'un loup et droites, le poil du corps rouge avec une raie noire large de 4 doigts depuis le col jusqu'à la naissance de la queue. Alors ces caractéristiques qui ont été décrites par le capitaine Duhamel et par d'autres chasseurs après, ils les ont retrouvées sur le cadavre du dernier animal tué par Jean Chastel. Et c'est un domestique du marquis d'Apcher qui est chargé d'emmener la bête à Versailles pour la montrer à Louis XV. Alors il part avec la bête qui a été mal naturalisée, on est en pleine chaleur du mois de juillet, il arrive à Paris avec sa bête qui pue, le roi ne juge pas utile de se déplacer, et après, la bête, elle est enterrée. On n'en a rien gardé, pas de peau, pas de poils, pas de dents, pas de squelette, rien du tout. Et ce qui fait qu'encore de nos jours, il y a une polémique sur ce qu'a pu être cette bête du Gévaudan. Voilà comment se termine l'histoire. Eh bien, pas si terminé que ça, parce que les Auvergnats n'en ont pas fini avec cette légende, qu'ils semblent ne jamais vouloir cesser de broder. Cette fameuse bête du Gévaudan, que bien des chasseurs ont prétendu avoir tuée, c'était pas un loup, c'était une bête qui était dressée pour tuer des jeunes filles et des jeunes enfants. Et là, on est quand même au niveau social dans quelque chose qui révèle un rapport au monde qui n'a rien à voir avec une simple histoire de bêtes sauvages. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un noble qui était un noble, on va dire maintenant, franchement vicieux, et qui, lui, était un type qui n'était pas clair et qui exerçait une vengeance à la fois en tant que noble sur les manants autour, mais surtout les manants jeunes filles et puis jeunes enfants. Et c'est quand on met tous ces éléments ensemble qu'on arrive à tisser le fil de l'histoire. Moi, je me base toujours sur les documents d'archives. Et tous les documents qu'on a, tous y sont absolument unanimes, tous y parlent toujours d'un animal, jamais d'un homme. Alors moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que s'il y avait eu un homme derrière la bête, c'est-à-dire si ça avait été une bête dressée, recouverte d'une cuirasse, on ne m'enlèvera pas de l'idée que cet homme, à un moment ou l'autre, il aurait été vu, il aurait été dénoncé, il aurait été soupçonné, ça n'a jamais été le cas. Moi, je pense que l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est une histoire d'animaux sauvages, tout simplement. Alors, à mon avis, ce n'est que mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Mais bon, c'est quand même 30 ans de recherche, quoi, disons. Il ne faudrait pas parler de la bête du Gévaudan, mais des bêtes du Gévaudan. Moi, je pense qu'il y a eu plusieurs animaux en cause. Et je pense que la bête qu'a tué Chastel, à côté du village de Chanteloube, d'Auvers donc, à mon avis, cette bête était un hybride de loup et de chien. Cet hybride se serait mis à attaquer les gens de par la part de chien qu'il a, parce que c'est vrai que le loup, normalement, a peur de l'homme. Par contre, l'hybride ne va pas avoir cette peur de l'homme. Donc il va peut-être s'apercevoir qu'il est en fait pour lui moins risqué d'attaquer le berger que d'attaquer le mouton. Et donc c'est ce qui aurait pu engendrer cette histoire de bête du Gévaudan. Moi je pense qu'il y a toujours une part de mystère qui subsiste, c'est ce qui en fait d'ailleurs tout l'intérêt. Si on savait tout, on n'en parlerait plus de la bête du Gévaudan. Ainsi, l'imaginaire auvergnat demeure attaché à ces bêtes sauvages qui hantent les forêts profondes, aux châteaux mystérieux trônant près des volcans dont l'encre de la lave teinte les paysages.
Et ce peuple celte semble encore croire aux fées qui protègent les rivières qu'enjambent des ponts ensorcelés. Autant de croyances bouillonnant dans leurs veines, comme la terre du Massif central sous leurs pieds. Le patrimoine légendaire auvergnat est un patrimoine vaste qui déborde, bien entendu. On est sur un château, on est sur un sommet, donc ça déborde de tous les côtés, c'est comme l'eau du lac Pavin. Et le légendaire auvergnat, il est en permanence nourri par ces eaux qui glougloutent et qui bouillonnent et qui reçoivent aussi tout le bonheur de ciel en dessus, toute l'immensité des paysages.